Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans C'est ça la France, votre émission consacrée aux talents français, aux entreprises innovantes, aux idées ingénieuses. On vous le prouve tous les dimanches, vous le savez maintenant à midi, que la France ne manque pas de talent. Qui dit rentrée, nous sommes toujours en septembre, dit également pour certains nouveaux boulots, nouvelles perspectives, nouvelle vie. Alors justement, comment ça se passe côté recruteur ? Eh bien on en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Et on en parle tout de suite avec Samuel Tamagno, président France et Afrique Middle East de Morgan Philips Group. Bonjour Samuel. Oui, bonjour Nathalie. Alors le recrutement, c'est le cœur de métier de Morgan Philips, c'est votre spécialité, la gestion, l'acquisition de talents pour les entreprises. Morgan Philips, en quelques chiffres, c'est 600 collaborateurs, c'est ça, répartis dans une vingtaine de pays ? C'est ça, voilà, 600 personnes dans le monde, une vingtaine de pays, nous sommes 140 en France et nous représentons nous plaçons à peu près 1100 personnes en France pour 2600 missions. Alors à la fois sur du recrutement en executive search, en middle market, en interim management, en talent consulting, mais aussi en outplacement. En fait, on a la chaîne complète de l'entrée, malheureusement, à la sortie du candidat. Alors, est-ce qu'on peut dire que les périodes de rush, en demande de recrutement auprès des entreprises, c'est quoi ? C'est avant l'été ? C'est plutôt à la rentrée ? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vraiment les demandes sont les plus croissantes ? Alors, vous pouvez avoir des demandes avec des pics sur un certain nombre de périodes, notamment sur des activités intérim. Alors, si je prends l'exemple des clôtures comptables, généralement, c'est un pic qui peut arriver sur septembre, octobre, novembre. Jusqu'au tsunami qu'on a tous rencontré, je dirais qu'on était sur une forte augmentation du marché de l'emploi sur ces 2 ou 3 dernières années. Donc, en fait, on n'avait plus vraiment de saisonnalité. Ouais. Alors, parmi vos missions, on le disait à l'instant, la mission principale, accompagner les entreprises dans leur recrutement. Dans un monde qui est perpétuellement en mouvement, qu'est-ce qui est le plus compliqué, justement, pour répondre à la demande des recruteurs ? Enfin, des recruteurs, des entreprises. Donc, votre point de vue en tant que recruteur, justement. Alors, déjà, c'est d'être en constante adaptabilité, puisque aujourd'hui, que ça soit à la fois sur la typologie de contrat de travail, puisque aujourd'hui on travaille aussi bien sur des contrats en CDI, mais en CDD et en intérim, et de plus en plus en freelance et en portage. Donc en fait, c'est une nouvelle façon de travailler avec des collaborateurs aujourd'hui qui veulent rentrer en entreprise pour une mission donnée. Une fois que la mission est terminée, ils partent sur d'autres missions. Donc ça, c'est quand même un point très intéressant. Et puis aussi sur les critères qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur doit avoir des hard skills toute la partie compétences techniques, mais aussi des soft skills. C'est-à-dire que le collaborateur, il doit être agile, il doit être flexible, il doit être capable de s'adapter à son environnement. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est le marché, alors jusqu'à maintenant, mais moi je suis plutôt optimiste, on a eu un tsunami, mais ça va revenir. Le marché, en fait, se prêtait bien à ça, puisque vous avez une pénurie de main-d'œuvre. Alors quand je dis ça, parfois on réagit un peu bizarrement, mais sur la population qu'on traite, nous, qui sont des agents de maîtrise, des cadres intermédiaires et cadres supérieurs, nous étions clairement en pénurie de main-d'œuvre avec des taux de chômage extrêmement faibles. Sur Paris, vous êtes à moins de 3% de chômeurs sur les fonctions cadres. Donc c'est très très faible. Mais il y a des baromètres qui sont réalisés régulièrement. Alors là, je lisais le dernier baromètre Data Emploi 2019. La moitié des entreprises disent avoir du mal à recruter. C'est à ce point-là ? Je vous le confirme, Nathalie. Je vous le confirme. J'ai eu un de mes clients il y a exactement une demi-heure qui recherche des collaborateurs comptables, qui est un cabinet d'expertise que je connais depuis très longtemps. Et il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi il n'a pas de profil. En fait, si vous voulez, c'est toujours le même problème. On a à la fois des problèmes dans des métiers où il est nécessaire d'avoir un bon niveau d'expertise. Je pense effectivement à la composabilité, mais tous les métiers autour du IT, du digital, aujourd'hui, on est vraiment en manque de pénurie. Et effectivement, à l'autre bout de la chaîne, on a aussi une population qui est parfois peu ou mal formée et qui ne correspond pas à ce que le marché recherche. Et c'est là toute la difficulté. En fait. C'est ça, c'est les obstacles rencontrés, donc la pénurie de main-d'œuvre, d'accord, mais il y a des lacunes en compétences aussi. Alors, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut du coup revoir les formations en France ? Vous disiez tout à l'heure que vous étiez optimiste, Samuel. Alors, je suis optimiste, Nathalie. Écoutez, il faut une volonté politique. Bon, manifestement, au-delà des milliards, j'espère qu'il y a une volonté derrière, parce que les milliards n'apporteront pas forcément la formation. Mais je pense qu'on a enfin compris en France qu'il y a un certain nombre de formations professionnelles qu'il faut remettre en premier plan. Et effectivement, tout ce qui est alternance, apprentissage, on a pendant des années délaissé ce type de formation. Contrairement à nos voisins allemands, par exemple. Bien sûr, mais tout à fait. Et effectivement, on a poussé les gens à avoir des diplômes qui n'étaient pas toujours en relation avec le marché de l'emploi. Ouais. Je pense qu'on l'a compris. Maintenant, vous savez comme moi que bouger
le système de formation, en tout cas la formation en France, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau scolaire, mais c'est aussi compliqué au niveau de la formation professionnelle, malgré les différentes réformes qui ont pu avoir lieu. Oui. Alors, on entend bien le discours aujourd'hui, c'est vraiment avec une vraie volonté de réindustrialiser le pays. On parle beaucoup de souveraineté nationale. Vous, qui êtes justement avec Morgane Philippe implanté dans différents pays, vous travaillez avec différentes entreprises dans des secteurs complètement... voilà, la palette est très très large. Est-ce que c'est possible de réindustrialiser, relocaliser, ou bien c'est illusoire selon vous, ça va être beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit? Alors je pense qu'il va falloir qu'on choisisse nos combats, c'est-à-dire relocaliser la production de téléviseurs ou de machines à laver en France. Je pense que c'est peine perdue. Par contre, sur des secteurs de pointe sur lesquels la France est quand même extrêmement bien positionnée avec un certain nombre de compétences, notamment tout ce qui est industrie pharmaceutique, tout ce qui est énergie, mais aussi en agroalimentaire, on a une vraie capacité de développement, de recherche, et c'est là où il faut absolument faire revenir un certain nombre d'unités de production ou même de centres R&D qui avaient tendance à partir de France. Et je pense que là, on va pouvoir recréer de l'emploi, ça se fera sur la durée, très clairement, parce qu'il ne suffit pas de le décider, il faut la volonté politique, et puis il faut aussi que les acteurs économiques se mettent autour de la table pour faire avancer les projets. Souvent, j'entends, il faut en France entre 2 et 3 ans pour construire une usine, alors que chez nos amis allemands, il faut 6 mois. Donc ça, effectivement, ça nous crée un vrai problème. Voilà, et vous le disiez à l'instant, les cerveaux partent, notamment en recherche et développement. Donc il faut peut-être aussi leur donner les moyens de rester en France et du coup de maintenir tous ces savoir-faire sur le territoire français. Tout à fait. Et pour avoir développé et travaillé à l'étranger, notamment à Singapour, j'étais très très frappé quand je suis arrivé du nombre de Français qui tentaient leur chance ou qui avaient été contactés par le gouvernement singapourien pour leurs compétences et leur expertise, et notamment dans tout ce qui est biotech, biomédical et autres. Et on a des vrais atouts en France. C'est que parfois, on a du mal à les mettre en forme, mais les atouts sont réels. C'est pour ça que je reste optimiste, Nathalie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des formations de qualité, mais effectivement, certaines formations ne sont plus vraiment en adéquation avec le marché. Il y a des espèces de voies de garage qui ne mènent à rien. Enfin, on est peut-être diplômé, mais on ne correspond plus à certains métiers qui sont... Alors, si on devait les résumer, c'est beaucoup des métiers dans les nouvelles technologies, c'est ça, le numérique, où il y a un manque de main-d'œuvre essentiellement? Alors, globalement, vous avez un manque de main-d'œuvre sur toutes les fonctions dites d'expertise, c'est-à-dire qu'en IT digital, on manque cruellement de développeurs. Pas besoin forcément de faire un bac plus 5 pour être développeur. Vous faites un bon bac plus 2 et vous reprenez une formation professionnelle derrière. Et vous aurez, à l'arrivée, vous aurez à peu près les mêmes résultats qu'un bac plus 5. On manque de main-d'œuvre aussi sur des fonctions support, notamment la finance, le juridique, les ressources humaines, et puis les fameux profils commerce, les fameux sales, le fameux sales où effectivement, là, on a quand même pas mal de difficultés. Il y a un autre point qui est important, c'est que dans un marché, entre guillemets, de remplacement, comme on va connaître pendant, à mon avis, entre 6 mois et 1 an, les candidats ne bougeront pas ou bougeront moins. Donc, ça crée des opportunités pour ceux qui veulent prendre des risques. C'est vrai, c'est vrai. Entre le télétravail et ceux qui vont moins bouger, effectivement, ça peut redistribuer les cartes. Tout à fait, tout à fait. Et puis, le problème de mobilité aussi, puisque... oui, clairement, oui. Oui. Vous savez, le Paris région parisienne, si on pouvait transformer les postes à Nantes, à Brest, etc., je pense qu'on aurait des candidats. Mais effectivement, c'est toute une logique qui doit se mettre en marche et ça peut prendre un peu de temps, mais je reste assez optimiste. On va passer par une période compliquée et difficile. On y est déjà, pour être très clair. On détruit des emplois aujourd'hui, mais on pourra en recréer assez rapidement puisque les taux de croissance annoncés sont quand même très très élevés. Donc, il faudra répondre à cette nouvelle demande. Merci beaucoup Samuel Tamagno pour justement cet éclairage. Alors, juste après vous, on va recevoir une start-up qui, elle, propose des outils pour recruter via l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est des secteurs sur lesquels vous prospectez? Bien sûr, parce que tout ce qui touche à l'intelligence artificielle nous intéresse, nous, en tant qu'utilisateurs, pour permettre de fournir de ce qu'on appelle, nous, des longues listes de candidats le plus rapidement possible à nos clients. Donc, plus l'outil est performant, plus on a la faculté à fournir des bons candidats. Mais je pense que dans ce métier, il faut de la techno, mais il restera toujours à un moment donné un consultant qui doit prendre son téléphone pour juste capter l'intérêt du candidat et lui dire, écoutez, c'est là où il faut que vous alliez pendant les 10 prochaines années de votre vie professionnelle. Et on sert à ça, voilà. C'est ça, l'humain. Il faut l'humain au bout de tout ça à chaque fois. Tout à fait. Merci Samuel Tamagno. Je rappelle que vous êtes président France et Afrique Middle East de Morgane Philippe Group. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci Nathalie, bon dimanche. Au revoir. Au revoir.
Alors certains postes, on l'a vu, très demandés sont en tension. Et bien des moteurs de recherche, une innovation française conçue pour aider les recruteurs. On en parle juste après ça. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Alors on le disait juste avant la pause que certains postes très demandés sont en tension. Et il y a des moteurs de recherche qui sont là, des innovations françaises qui sont conçues pour aider les recruteurs. Et on en parle tout de suite dans notre France qui innove. Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech. Et nous sommes en ligne avec Bilal Amri, Chief Marketing Officer de Pipler, la start-up qui propose des solutions d'intelligence artificielle, du sourcing, pour améliorer le recrutement. Bonjour Bilal. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Super, merci. Alors quand on parle de Pipler, souvent on vous décrit comme le Google du chasseur de tête. C'est-à-dire que vraiment on tape le titre du poste recherché et Pipler est là pour vous sortir tous les profils correspondants. C'est exactement ça. Comment ça marche? C'est très simple. Alors, vous êtes recruteur IT, vous cherchez la perle rare, plutôt que de devoir aller chercher sur des sites, les réseaux professionnels, etc. Vous allez taper votre requête et notre intelligence artificielle de Pipler va scanner l'intégralité du web public et va indexer près d'une 50aine de sources d'informations. Par la suite, oui. Expliquez-moi justement alors comment ça fonctionne. Donc par la suite, je vous ai coupé. Oui, par la suite, on va en tirer de la data pertinente par rapport au monde professionnel. Et on vous présente les résultats sous forme de profil. Voilà, donc 1, on scanne tout le web. 2, on indexe et on structure l'information pour avoir un résultat fiable. Et 3, on présente les résultats sous forme de profil. Et quel que soit le secteur, c'est-à-dire vraiment tous métiers confondus. Alors aujourd'hui, depuis quelques mois, Pipler s'est spécialisé dans le recrutement IT. Donc numérique surtout, nouvelle technologie. Oui, numérique, oui, voilà, exactement. IT, tech, cybersécurité, etc. On s'est retrouvé avec la plus grande base de données en France de profils IT, en France, avec 70% de cadres IT en France. Ouais. Et donc là, vous êtes vraiment rendu compte que c'était votre cœur de métier, quoi. Enfin, Oui, c'est exactement ça, parce que nous, à la base, notre première cible, c'était les ESN, les SS2I, etc. Et on s'est rendu compte que ces clients-là cherchaient beaucoup de profils IT. Et c'était vraiment notre cœur de cible. Donc, on s'est dit, on va se concentrer sur cette cible-là. Et jusqu'à maintenant, ça marche très bien. Alors, ça fonctionne sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire... Exactement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit Pipler, c'est du HR sourcing prédictif. C'est quoi le sourcing prédictif? Alors, c'est du sourcing prédictif. Donc, on va collecter des datas et on va les faire parler grâce à notre intelligence artificielle qui va nous les présenter sous forme d'indicateurs prédictifs ou filtres intelligents que nous mettons à disposition de nos clients. Donc, il s'agit de 6 outils d'aide à la décision qui vont vous permettre de contacter, certes, le bon profil, mais surtout au bon moment et avec le bon message. Je vais vous expliquer. Par exemple, la star de nos indicateurs intelligents, c'est le prêt à bouger. Attention, il n'y a aucune notion de mobilité géographique. Il s'agit plutôt de répondre à la question que se pose chaque recruteur IT aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon moment de contacter ce talent? Donc, voilà, c'est exactement ça. Avec l'indicateur prêt à bouger, un profil est susceptible de changer de poste dans les 6 prochains mois. Donc oui, c'est le bon moment de le contacter et d'entamer une sorte de séquence relationnelle. Donc ça, c'est très intéressant. Alors attendez, ce qui veut dire que grâce à vos algorithmes, vous allez repérer peut-être des personnes qui vont constamment commencer à se renseigner sur d'autres boulots et vous dire tiens, là, ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont mûrs, prêts à partir et donc vous allez pouvoir les proposer, en tout cas permettre, puisque c'est des outils que vous vendez aux entreprises. Oui. Donc c'est-à-dire que grâce à ce logiciel que vous avez mis en place, ça va permettre aux recruteurs de se dire tiens, celui-là, il est prêt à partir, donc s'il nous intéresse, il faut vraiment qu'on le contacte. Voilà, on peut entamer une séquence relationnelle avant de lui proposer le poste. Par exemple, lui envoyer un mail pour lui demander comment ça se passe dans son poste actuel. Et comment on fait ça en fait? Comment on fait ça? C'est on match des règles mathématiques métiers parce que, par exemple, on va dire qu'un DevOps, en moyenne, il reste 2 ans et 10 mois dans le même poste et après, il va changer de poste. On le calcule, on le sait et on va essayer de le deviner. Et on match tout ça
avec les faits et gestes des profils, des talents, sur Internet. Par exemple, si quelqu'un va regarder des fiches de poste, comme vous dites, et actualiser sa photo de profil depuis son téléphone, depuis son ordinateur portable, tout ça, on va le savoir et on va matcher tout ça pour avoir un résultat en pourcentage à partir de moins de 50%, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à bouger tout de suite dans les 6 mois. Plus de 50%, ça veut dire qu'il est prêt à bouger, qu'on peut commencer à entretenir une relation avec lui. Mais alors quand vous avez des gens comme moi, je dois l'avouer, qui refusent tous les cookies, c'est à chaque fois je m'ai refusé, parce que vous avez besoin de ces cookies finalement pour étudier les profils. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est on scanne tous les profils publics. Par exemple, si un profil public a mis un commentaire, a liké une annonce et aller voir, est parti chercher sur LinkedIn, par exemple, les posts proposés qui correspondent à son profil, tout ça, on va le savoir et on va vous le donner sous forme d'indicateur, sous forme de pourcentage. Et si je prends un autre exemple, une personne qui adore la mode, qui passe des heures sur des moteurs de recherche, c'est typiquement quelqu'un qui peut être scanné comme, tiens, attention, personne qui en tout cas est passionnée par tel secteur d'activité ? Alors, je vais vous expliquer, vous arrivez au deuxième indicateur qui est le passionné. Justement, on a un indicateur qui s'appelle le passionné. Et c'est quoi le passionné ? C'est un profil qui maîtrise beaucoup de compétences acquises par lui-même, plus que ses semblables. Par exemple, il va chercher dans des blogs des informations, il va mettre des commentaires un peu partout, il est un peu actif sur les réseaux. C'est vrai. Voilà, c'est exactement ça le profil passionné. Et ça, on vous le donne sous forme d'indicateur ou sous forme de filtre. Merci beaucoup. Alors là, c'est les 2 indicateurs. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors il y a le prêt à bouger, il y a le passionné, il y a le turnover qui représente la fréquence de changement de poste interne ou externe. Ouais. On a aussi le fort potentiel qui est un profil qui évolue hiérarchiquement plus rapidement que ses semblables. On a aussi le nombre de compétences qu'on vous donne. Après, c'est à titre indicatif. On vous permet de savoir si c'est un profil multicasquette ou un profil expert. Ça peut être un point de vigilance lors de l'entretien. Et enfin, l'overachiever qui est un profil qui atteint son poste actuel plus rapidement que ses pairs. Combien de clients vous font confiance à ce jour ? Alors, aujourd'hui, on a un portefeuille de 200 clients avec pratiquement un peu plus de 500 users, de recruteurs qui utilisent la plateforme. C'est 200 clients pour 500 users. Et on rappelle que c'est une plateforme française, donc c'est une très belle idée française. Oui, exactement, c'est une plateforme 100% française. Merci beaucoup Bilal Amri, je rappelle que vous êtes CMO, on dit ça, un Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer, et je m'occupe de la partie growth aussi chez Pipler. Merci beaucoup, c'était très clair, ça permet de voir justement comment l'intelligence artificielle peut aider à anticiper les futures embauches. Merci dans le numérique, on l'a bien compris. Oui, dans le numérique, dans l'IT. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon dimanche. Merci, au revoir, bon dimanche, au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et sans transition, nous allons retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui ne va pas du tout nous parler de recrutement, mais d'un fruit de saison, la prune dente. Effectivement, ça n'a rien à voir. Et pourquoi la prune dente ? Parce qu'on est en pleine saison de la récolte de la prune dente. Ça veut dire qu'on recrute. On recrute, oui, en fait, vous avez raison. En fait, je voulais vous parler plus précisément de sa transformation en pruneau d'Agen. Et pour cela, je suis allé me balader du côté des vergers de Beau-Soleil. C'est à côté du village de la Romieu dans le Gers. C'est l'une des principales prunelées de la région. Et là-bas, j'ai croisé Oscar Coupé, producteur de pruneaux. C'est lui qui dirige ce domaine avec passion. Et tout de suite, il s'est mis à me raconter comment on obtient sa tore noire à la pulpe fine et savoureuse. Alors le pruneau d'Agen, c'est une variété de prune très spécifique qui s'appelle la prune dente, qui est anciennement la prune de Damas, qui a été ramenée par les moines de Clérac au temps des croisades, qui a été adaptée ici, qui a été greffée, et ça a donné la prune dente. Donc c'est une prune qui est cultivée uniquement, quasiment dans le sud-ouest, pour la partie européenne, tout petit peu en Italie, tout petit peu en Espagne, beaucoup au Chili et beaucoup en Californie. Ce sont nos 2 gros concurrents. Donc le sud-ouest, on est en IGP, identification géographiquement protégée, donc le Lot-et-Garonne et les 5 départements limitrophes, dont fait partie le Gers. Et il y a une production annuelle en France à peu près de 30-35 000 tonnes tous les ans. Nous, quand on était en conventionnel, on en produisait à peu près 250-300 tonnes. Donc on faisait à peu près 1% de la production française. Maintenant qu'on est en bio, on est plus proche des 150 tonnes que des 300 tonnes, bien évidemment. Vous êtes entièrement bio aujourd'hui ? Oui, 100% bio, que ce soit sur les vergers, que ce soit sur les céréales, on est 100% bio. Oui. Et donc on a aujourd'hui 45 hectares en production.
Tout est en bio. On transforme tout sur place, c'est-à-dire qu'on sèche, on trie et on sèche sur place. Et ensuite, on fait la transformation. Alors, on travaille avec une entreprise qui est dans le Lot-et-Garonne pour faire tout ce qui est la réhydratation, parce que c'est des normes sanitaires très spécifiques et très strictes. Donc, on préfère faire le travail à façon pour ça. Donc, ils récupèrent une partie de notre production. Après séchage ? Oui, après séchage et calibrage. Alors, on a compris, Thibaut, qu'il y avait plusieurs étapes de transformation avant d'obtenir notre fameux pruneau d'Agen. Mais j'aimerais en savoir un peu plus, notamment sur le séchage. Comment ça se passe ? Oui, j'ai pu voir les immenses séchoirs. Alors, il y en a une dizaine sur le domaine. Ils permettent de réaliser cette opération cruciale qui consiste à extraire l'eau du fruit. Le but, tout simplement, c'est de permettre sa conservation et surtout de garder l'arôme. Mais le mieux, en fait, c'est d'écouter Oscar qui va nous expliquer lui-même comment ça se passe. Grosso modo, c'est 24 heures à 70-75 degrés avec un taux d'hygrométrie dans les fours qui avoisine les 80%. Et la saison dure du 15 août au 15 septembre en moyenne. Ça peut commencer plus tôt, ça peut finir plus tard, ça dépend de la climato de l'époque, de l'année. Il y a des années où on a fait 8 semaines de récolte, comme en 2017 et 2018 par exemple. Puis 2019, ça a été beaucoup plus court, ça a duré 4 semaines et demie. Voilà. Alors, quelle est la clientèle pour ces pruneaux ? Vous vendez sur place ? Vous distribuez ? Comment ça se passe ? On essaye de distribuer à l'extérieur, mais il y a une grosse compétitivité avec le Chili, même franco-française. Donc c'est un peu dommage. Donc on essaie de vendre principalement ici localement. Et après on essaye de trouver des marchés à l'extérieur qui sont très difficiles à trouver parce qu'on a une grosse concurrence chilienne et californienne qui est dans le monde entier. Ils produisent beaucoup moins cher que nous et beaucoup plus. Donc on a du mal à remporter les marchés. Mais on essaye. On désespère pas. Voilà. Et en bio on n'est pas nombreux. Donc avec un peu de chance on devrait y arriver. Voilà. On va rappeler la marque, on va rappeler le nom, si on peut les trouver. Alors donc la société, c'est les Vergers de Beausoleil, et le site de vente en ligne, c'est www.trésornoir.fr, tout attaché. Voilà. Pruneau d'Agen, entièrement bio, fait dans le Gers. Cultivé, produit, transformé dans le Gers. Voilà. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup, à très bientôt. Et grâce à Oscar, on sait tout sur le pruneau d'Agen. On le rappelle, Thibaut, qui a plein de qualités nutritionnelles. On peut le consommer n'importe quand. N'importe quand, c'est bon pour les sportifs, par exemple. Merci beaucoup, Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine. Merci aussi à vous, chers auditeurs. C'est déjà la fin de cette émission. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne, bien évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien.